Star Wars, c'était la saga la plus populaire à l'époque de sa sortie, surpassant même X-Men, Marvel, Fast and Furious, Harry Potter, car oui, Star Wars était là avant tout. Mais comment cette saga si populaire et si aimée a-t-elle pu devenir si écartée par les fans et le cinéma ? Aujourd'hui, je vais vous analyser et vous parler de l'emprise négative que Disney a eue sur la saga au fil des années après le rachat de Lucasfilm. Bienvenue sur Séance Rattrapage. Lorsqu'il a commencé l'écriture de Star Wars, George Lucas a progressivement envisagé de réaliser 3 films, puis 3 trilogies. La trilogie centrale étant selon lui la plus commerciale, c'est par celle-ci qu'il a débuté. Le premier projet intitulé The Star Wars est rédigé en 14 pages. George Lucas résume globalement les aventures du général Skywalker. Progressivement, il étoffe son scénario en y ajoutant des personnages, des lieux, des concepts qui n'apparaîtront parfois que bien plus tard. Il devient alors impossible de faire tenir toute l'histoire dans un seul film. C'est là que lui vient l'idée de réaliser 3 trilogies. Cependant, l'époque n'est pas favorable aux films de science-fiction et les studios de cinéma ne sont pas tentés par le film. Le succès de son film précédent American Graffiti permet cependant à George Lucas d'obtenir un contrat pour Star Wars avec la 20th Century Fox. L'échec semble programmé et la sortie n'est prévue que dans 32 salles de cinéma à travers les États-Unis en 1977. Le succès est cependant immédiat et les retombées générées par les ventes de produits dérivés permettent à George Lucas d'envisager la suite de ses films. En quelques mois, diffusé dans le monde entier, Star Wars connaît un grand succès et devient un phénomène de société. Star Wars 6 sort en 1983. Il marque pour 15 ans la fin de Star Wars, le temps que le réalisateur puisse profiter de ses enfants et disposer de la technologie nécessaire à ses ambitions pour réaliser la deuxième trilogie. En 2012, Disney rachète Lucasfilm pour 4 milliards de dollars à George Lucas. Dans le même temps, Kathleen Kennedy prend la présidence de Lucasfilm. George Lucas, dont elle est une amie, lui propose le poste en avril 2012 sans qu'elle sache qu'il est parallèlement en transaction avec Disney. En se faisant racheter, Star Wars est devenu le produit financier de la Walt Disney Company et ils ne se sont pas arrêtés jusqu'à épuiser la saga qui a créé la science-fiction ou du moins qui l'a rendue populaire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Aujourd'hui, si on fait un sondage, la plupart des gens vont préférer une autre saga face à Star Wars et pourtant, le souci c'est que aujourd'hui, qui dit Star Wars dit argent et fanservice. En plus de ça, on en oublie le classique et les chefs-d'œuvre que peuvent être les premiers films. Et le revisionnage de la saga avec un regard d'adulte me fait encore plus me rendre compte de ces choses-là. Parce que Star Wars, en tant qu'enfant, c'est quoi ? Des vaisseaux, des droïdes, des pistolets laser, des sabres laser, le rêve de devenir un Jedi, une leçon entre le bien et le mal, des histoires d'amour et des belles amitiés, et surtout, l'espace. Alors que Star Wars, en tant qu'adulte, c'est des partis politiques qui n'ont ni tort ni raison, la disparition de la démocratie sous les applaudissements au profit d'une dictature, une rébellion pour restaurer la liberté, réaliser que les Jedi ne sont pas non plus tout blancs et ne pas comprendre comment on peut leur laisser tout commandement, comprendre qu'une peine si forte peut faire mourir, et un plan machiavélique jusqu'au pouvoir. Bref, quand j'étais petite, je savais que George Lucas voulait dénoncer la Seconde Guerre mondiale entre les États-Unis et les Allemands, mais c'est en grandissant que l'on voit à quel point ces films sont forts, et franchement, revoir ces films dans la situation politique actuelle, ça fait peur. Mais il faut savoir que La menace fantôme, l'épisode 1, voulu par George Lucas, s'ouvre sur le fait que la République augmente les droits de douane et de taxation, ce qui amène le chancelier à devenir cet empereur qui va faire régner le fascisme sur l'univers. Et voir à quel point, en fait, pour lui, il était clair que l'économie était la première marche avant d'aller vers un vrai fascisme avec les Stormtroopers, Dark Vador, et etc. L'absence de George Lucas dans le développement souligne le fossé entre la vision fondatrice de la franchise et de ses nouveaux gardiens. Car dans ces nouveaux films, on ne ressent pas l'essence de Star Wars.
Parlons d'ailleurs de ces nouveaux films. Star Wars 7 est le premier film au bout de 15 ans. Mais du coup, Disney a commencé à détruire toute cette histoire politique avec ses séries et nouveaux films qui se veulent plus compréhensibles pour tous. Et la politique, c'est pas le plus simple à comprendre, donc aujourd'hui il y a très peu de politique dans Star Wars. Et cela se ressent encore plus dans la postologie, qui n'est autre qu'une pâle copie des 2 premières sagas, mais en plus simple et avec des personnages beaucoup moins développés. Là où Palpatine souhaite le pouvoir et un régime politique en plus d'être un Sith, il manipule Dark Vador car il fait preuve de trop d'émotions et Anakin disparaît quand Padmé meurt. Dans cette nouvelle saga, on a Kylo Ren, fils de Han Solo et de Leia Organa, qui tombe dans le côté obscur à cause de Luke qui a peur de ses capacités. Kylo Ren pense que son oncle veut le tuer et décide de se venger après avoir eu les enseignements de Snoke et la révélation d'être le petit-fils de Vador. Snoke se sert ainsi de Kylo Ren pour instaurer le nouvel ordre, dit comme pire que l'Empire. Sauf que personne n'y croit et le spectateur le ressent. On apprend par la suite que Palpatine n'est pas mort et qu'il est encore derrière tout ça. Seulement voilà, faire revenir Palpatine est un aveu d'échec de Disney qui, ayant compris que Snoke n'était pas une vraie menace, surtout voyant sa mort dans le 8e film, a donc voulu faire revenir un méchant que tout le monde connaissait, mais qui connaissait aussi la terreur qu'il pouvait infliger. Et ce retour est aussi dû en partie du fait qu'on change de scénariste et de réalisateur entre les 3 films. Chacun a voulu apporter sa propre vision de la saga, alors que pour les 6 premiers films, il n'y avait qu'un seul et même homme qui écrivait l'histoire. Même si les réalisateurs changeaient, George Lucas restait maître de son univers. Ce qui m'a aussi frappé pendant mon revisionnage de la postologie, c'est la longueur des films. Il se passe tellement de choses que le film en devient long. Les premiers films prennent le temps de se poser sur une intrigue, les plans sont longs, les dialogues sont posés. À partir du 7e film, on ressent qu'on a changé d'époque et de manière de faire des films, mais aussi de regarder les films. Le montage doit être dynamique, avec beaucoup de chant contre chant. Il faut que le scénario avance vite pour mettre le plus de choses dans le film. Il se passe tellement de choses en 1 heure qu'on a l'impression qu'on a déjà regardé 2 heures de film. Et après, on repense à tout ce qui doit encore se passer et on dirait qu'au final, on regarde 2 films différents. Les personnages de la trilogie originelle sont aussi totalement réécrits d'une manière incorrecte. Ce qui m'a le plus choqué, c'est Leia qui accueille Rey en la prenant dans ses bras alors qu'elle pleure la mort de Han Solo qu'elle vient de rencontrer. Leia ne prend même pas le temps avec Chewbacca. Forcément, il fallait les faire évoluer, mais on ne les reconnaît pas. Tout comme Luke Skywalker. Et j'ai pu remarquer ça en regardant le retour du Jedi et le réveil de la Force à la suite. Quelle erreur! Disney a aussi pris le parti de rajouter un type d'humour dans les films, et franchement, c'est pas la même chose. L'humour fonctionne bien, mais c'est vrai qu'il est différent des films d'origine. Les films sont tout de même des succès. Les recettes de Star Wars épisode 8 dépassent les 900 millions de dollars à l'international. Et en cumulant avec les autres films Star Wars, Disney permet d'égaler les 4 milliards de dollars de l'achat de Lucasfilm en 2012. Mais comment a-t-on pu laisser passer ça ? Je veux dire les fans. Il faut le dire, Star Wars chez Disney, c'est Star Wars 7, Star Wars 8, Star Wars 9, Rogue One, Solo, Mandalorian, Skeleton Crew, Andor, Ahsoka, Star Wars Rebels, Clone Wars, Boba Fett, Mandalorian le film, Obi-Wan la série et plein d'autres. Mandalorian est la première série live-action de Disney+, créant aussi l'événement. Beaucoup de contenu se veut nostalgique avec des apparitions d'anciens acteurs rajeunis numériquement, surtout dans les séries Disney+. Les séries d'animation sont des très belles réussites. Elles rajoutent des détails dans les histoires, comme c'est dans les films. Par exemple, Clone Wars parle de tous les événements entre l'attaque des clones et la revanche des Sith. Star Wars Rebels introduit de nouveaux personnages qui ont apporté une grande aide aux rebelles et aux souvenirs des Jedi. En plus de la postologie,
Il y a les Star Wars Story, c'est-à-dire Rogue One et Solo. Rogue One, qui est un film très réussi et qui répond à l'une des plus grandes questions de Star Wars, Un Nouvel Espoir. Comment les rebelles ont récupéré les plans de l'Étoile de la Mort? Solo n'est pas mauvais, mais il a été un sacré flop niveau box-office. Seulement 1 million d'entrées au cinéma en France alors que tous les autres films ont dépassé les 5 millions. Une suite était en préparation, surtout après le cliffhanger du film. Mais ce flop a contribué à la relecture de tout le plan Star Wars chez Disney au cinéma. Star Wars 9 était déjà en tournage et prévu pour l'année suivante. Le 9e opus a été un succès, mais bien moindre à celui des 2 films précédents de la trilogie, et les critiques ne sont pas très bonnes. Depuis Star Wars 9, on n'a pas eu de film au cinéma. Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm, revoit donc toute la chronologie cinématographique de Star Wars. Les contenus se dégradent en qualité, les gens ne sont plus au rendez-vous et ne sont pas contents. Disney annule tous leurs plans pour trouver une façon universelle de plaire. C'est environ une dizaine de projets qui ont été annulés. C'est pour ça que je le dis haut et fort, Disney a détruit Star Wars. Et plusieurs points prouvent cela. Il y a du fanservice, en veux-tu en voilà, ils font rajeunir n'importe quel acteur numériquement, les effets spéciaux sont ratés, les scénarios aussi, des séries en abondance sans réelle importance, ils ont oublié la base de Star Wars, qui est une critique de la société et de la politique. Disney a peur de s'éloigner de la saga d'origine alors que les fans ne demandent que ça au vu de l'univers tellement large de Star Wars Legends. Il n'y a plus aucun suivi de George Lucas et l'univers est canon mais avec du contenu qui ne donne pas envie d'être regardé. Et quand on voit qu'il faut regarder les séries et tous les films pour suivre la nouvelle sortie, ça donne pas envie. Depuis la fin de la saga Skywalker, Disney ainsi que la présidente de Lucasfilm n'arrivent à rien en termes de production de nouveaux films. Le 10e film Star Wars, censé suivre les aventures de Rey après l'ascension de Skywalker, est toujours en réflexion, mais en octobre 2024, le scénariste principal du film a quitté le navire. Disney trouve alors un nouveau scénariste, seulement en janvier 2025. Ce qui est sûr, c'est que le prochain film au cinéma sera The Mandalorian et Grogu, qui conclura la série The Mandalorian sur Disney+. Sortie prévue en 2026, il est écrit et réalisé par Jon Favreau, réalisateur originel de la série. Pedro Pascal reprend également son rôle. En tout cas, réponse 2026 pour savoir si Disney, Lucasfilm et sa présidente auront enfin compris l'univers de Star Wars. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Ça change un peu d'habitude, mais n'hésitez pas à la liker, à dire en commentaire quel film Star Wars ou série vous avez préféré. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!